Les origines à éviter. Alors, il y a un site que je vous recommande si ça intéresse quelqu'un, ça s'appelle, alors ça va par contre, ça s'appelle badcaps.net. Ça a été fait par un mec qui à l'origine faisait justement du recapping et du badcaps, le capatory, badcaps.net. C'était un mec qui faisait de la réparation de carte mère de PC à l'époque où ça valait encore le coup. Ils ont une grosse base de données justement sur toutes les marques qui ont eu des problèmes, les capatory et tout comme ça, parce que c'est vraiment 90% des cas. Bon, comme aujourd'hui on n'a plus de revendeurs locaux ou quasiment plus, la meilleure solution si c'est possible reste encore de s'approvisionner dans les réseaux connus. Les grands distributeurs, alors si vous êtes dans le métier, bah, c'est facile, la prochaine commande du boulot, on met les capas dedans, terminé. Eux, ils ont des réseaux d'approvisionnement qui sont normalement corrects. Après, si vous achetez au chinois sur eBay, bah, chacun sa mère. Je sais jamais si le bureau il est vraiment. Voilà, bon, donc on remonte. Alors, donc là, je fais exprès de la remonter partiellement. Il est conseillé, surtout quand le démontage est un petit peu fastidieux, de faire laisser une fois. Après de replacer le bouton. Voilà. Ceux qui boivent du café soluble, je vous recommande de garder les capsules. C'est très utile. Ah, je fais un peu le ménage avec la vis, surtout en enlevant les deux composants, ils restent en dessous, parce que ça, c'est pour marrant. Et on va brancher tout ça sur l'engin là-bas. Alors, vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, de manière rapide pour dépanner, préserver pour de vrai. Hein. Là, c'est la blague, c'est une histoire de saut. C'est tout rhum, là. C'est le complément. Ouais, bon, vous savez tous que de toute façon, ces vieilles machines sont sujettes à des pannes, des problèmes, des choses comme ça. Bon, le sujet est extrêmement vaste. Je me bornerai à dire que la bonne solution, enfin les deux choses à faire, que vous connaissez probablement de toute façon, sont de stocker vos machines dans des endroits les plus secs et surtout les plus constants en température possible. Ça n'aime pas trop les chocs thermiques, ces vieilles bêtes-là. Ça n'aime pas l'humidité pour plein de mauvaises raisons, dont celle que je ne vais pas tarder à vous exposer. Donc le stockage est important. Quelqu'un tout à l'heure me posait la question, est-ce que c'est judicieux de les allumer de temps en temps? La réponse est oui, et pas spécialement pour les préserver, mais surtout parce que tous les composants vont vieillir de la même... Enfin, vont passer le même temps sans être utilisés. Il y en a qui vieillissent naturellement, quoi qu'on en fasse. Ce qui fait que si vous laissez une machine 10 ans sans être allumée, bah vous récupérez 10 ans de risque. Et en général, quand il y a 10 ans de risque, il n'y a pas un composant tout seul qui part. Et là, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Donc si vous allumez vos machines ne serait-ce qu'une heure, ou peut-être une demi-heure, tous les 6 mois, bah vous allez prendre les composants au fur et à mesure de leur vieillissement, et il y aura des pannes. C'est sûr qu'il y aura des pannes si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au début. Mais l'avantage, c'est qu'elles risquent d'être beaucoup moins graves. Donc l'intérêt d'allumer les machines une fois de temps en temps, c'est de profiter de la variation de vieillissement différente des composants, de telle manière à sortir les pannes une par une. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Après, bon, vous allez trouver toutes les variantes possibles et imaginables en fonction des constitutions de machines, le sujet est sans fin. Mais l'idée, c'est ça, allumez-les une fois de temps en temps. S'il y a quelque chose qui claque, la probabilité que ça soit simple à réparer est importante. Après, si vous laissez passer 10 ans, voilà. Bah, faut changer, et bien encore on peut le faire. Bon, alors, qu'est-ce qui fait le plus souvent dans nos foutus du machin là? Les blocs d'alimentation. Il en existe, bon, alors selon que c'est des 2+, des 2E. Le 2C est un cas à part, le 2GS aussi, enfin, moins à part que le 2C. Mais bon, globalement, vous avez donc dans ces machines un sous-ensemble de ce type-là, alors qui a plusieurs formes, plusieurs types de. Enfin, plusieurs formes, non, ils sont tous comme ça, mais il y en a des plus courtes sur les Apple II+. Bon, il y a des systèmes de montage différents, mais enfin, globalement, voilà quoi. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller trifouiller. Alors qu'est-ce qui peut se passer quand ça déconne? Bon, vous avez le coup le plus classique du truc qui pue et qui fait de la fumée et de l'huile partout, là, vous avez probablement tous connu. C'est d'ailleurs une des opérations préventives très simples à faire. On essaiera d'en faire péter en direct live tout à l'heure pour voir. Oh non. Mais à tous les coups, pourtant j'ai choisi celle qui a l'air la plus pourrie, la plus au bout du rouleau, mais je suis pas sûr qu'elle peut être enfin. Quand le ligne est sur tension, ouais. C'est une idée, mais j'ai pas ce qu'il faut malheureusement. En plus, c'est 9 fois sûr que ça suffit. Enfin, on essaiera. Oui, donc ça fait partie ça, des opérations préventives de toute façon. Alors ce qu'il faut savoir dans ces alimes, c'est que dans 99% des cas, il y a deux problèmes connus qui sont ça et une autre pièce qui a été sous-dimensionnée à la conception des alimes, mais montée comme ça, et qui donc a vieilli rapidement et arrive au fait que l'alimentation ne démarre plus. Donc la panne la plus classique, c'est la ligne qui fume mais qui marche. Celle-là, elle n'est pas grave. Alors, on en parlera après, c'est important, je pense, ne serait-ce que pour la beauté du geste, de préserver ça en changeant d'office ces composants-là, qui ont un vieillissement stupide, ils se craquellent, ils absorbent de l'humidité, et puis un beau jour, ils font de la vapeur, et puis ils explosent, et puis ça fout de l'huile partout parce qu'il y a de l'huile dedans, et voilà. Donc, comme ce sont des pièces qui n'ont pas de fonction en dehors de l'antiparasitage, c'est pour ça que les machines continuent à fonctionner même quand ça a bien fumé.
C'est spectaculaire, mais en réalité, c'est pas grave. Bon, par contre, ça dégueulasse tout le PCB, ça pue, et c'est une odeur qui vraiment est persistante, dégueulasse. Donc ça vaut mieux tout simplement d'ouvrir les alignes et les changer. Anti-parasitage? Oui, si tu veux, c'est le c'est des bestioles aussi, les virus. Si, c'est des bestioles, des drôles de bêtes. Je fais un aparté rapide. Quand tu as un appareil électronique, il est alimenté par le secteur, d'accord? Donc il a une influence, lui, sur la ligne sur laquelle il est branché, donc potentiellement sur les autres appareils branchés sur cette ligne, et il a le problème inverse, c'est-à-dire qu'il va recevoir des merdes qui viennent de chez quelqu'un d'autre, et il est bien obligé de les filtrer. Donc il existe des composants qui sont faits pour ça, qui sont typiquement ces choses-là, et qui sont intégrés dans un filtre secteur qui a le mauvais goût de déconner souvent sur ce type d'aliment. Alors, il faut savoir que c'est vraiment lié à un type de composant particulier. Vous en avez quelques-uns ici, là c'est les tubes jaunes. Il n'y en a pas que dans les alignes d'Apple II, il y en a dans pas mal d'électronique de cette époque-là, ce qui fait qu'ils sont tous sujets au même problème. Les moniteurs c'est pareil, et puis c'est pas que chez Apple. Donc de toute façon, quand vous avez de l'électronique des années 70 et 80, qui se branche sur le secteur, il faut y passer parce que de toute façon, si elle n'a pas encore pété, elle pètera. Garantie sur facture. Je mets un avertissement très sérieux. C'est ce que je vais faire ici, il nécessite quand même de savoir un peu où on fout les doigts. C'est dangereux, c'est branché sur le secteur, il y a tout un tas d'appareils qui permettent de minimiser les risques. Bon, je ne vais pas vous faire le détail. C'est pas un truc qu'on bricole sur un coin de table de cuisine sans savoir ce qu'on fait. Donc il existe plein de tutos, c'est pas très compliqué avec un peu de bon sens, hein, je dis pas ça. Bon, quand on n'y connaît vraiment rien, il est conseillé d'aller voir quelqu'un qui sait où il fout les doigts. Il y a des tensions dangereuses là-dedans, c'est piégeux, oui on peut avoir des accidents, je m'arrêterai là. Hein. Donc, vous avez vu les affiches là, c'est pas une blague. Il faut vraiment faire attention comme avec tout ce qui est branché sur le secteur. Bon, donc ici on a une alim aimablement fournie par un de nos participants, qui est foutu, donc je sais pas ce qu'elle est là. Donc ça aide vachement. Alors bon, par contre, l'outillage nécessaire pour ceux qui voudraient se lancer, c'est pas grand chose, hein. Bon, c'est un fer à souder, du petit outillage, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, bon, en dehors de ce truc, hein, en dehors de cette espèce de machine de torture là, qui est un banc de test spécifique, qui a été fabriqué, bon, parce qu'on en avait beaucoup à faire, on peut s'en passer. Le problème c'est que bon, si on met une alimenteste là-dessus et qu'il y a un problème, c'est pas grave. Si on le branche sur un Apple II et que ça déconne et qu'il y a un problème, ben, on va avoir l'Apple II, quoi. Et puis après c'est plus le même niveau d'aliment. Enfin bon, très honnêtement, il est extrêmement rare que des alimes qui vont subir le traitement qu'on va faire à celle-là, si c'est bien la panne en question, posent des problèmes une fois branché dans une machine. Bon, au risque de ZPI, il faut savoir que bah, il y a un petit risque. Donc là, très honnêtement, je ne sais pas ce qui est là, celle-là. Donc, alors le problème c'est que ça va être un petit peu compliqué d'expliquer la manip. Alors, il faut comprendre pourquoi elle démarre pas. Elle démarre pas, il va y avoir plusieurs raisons. Soit elle a eu un gros problème, donc elle a plus de fusible, elle a une partie de la... Alors, il y a ce qu'on appelle le primaire, c'est le côté secteur en gros, le secondaire c'est côté ordi. Les deux sont séparés, donc quand on se réfère à l'une ou l'autre de ces deux parties-là, bon, donc si vous avez, par exemple, une alimentation qui a été en 110 volts, une alimentation US, vous avez le malheur d'avoir branché sur le 220, dans le primaire il a gonflé, en général il y a des gros dégâts. Dans le secondaire, c'est plus des problèmes d'usure de pièces, mais qui sont rares sur ces modèles en particulier. Alors le souci c'est que j'essaie de faire comme ça parce que les pannes de celles-là sont connues. De manière très large, c'est quasiment toujours un petit peu la même chose. Dépanner des alimes en règle générale est un truc, c'est un peu comme dépanner des moniteurs. C'est un savoir-faire, il y a des recettes, mais ça ne s'explique pas en 2 minutes, quoi. C'est pas possible. Donc l'idée, je vais démonter ça, je vais essayer de vous montrer l'emplacement des deux trucs qui déconnent. On va partir sur le principe qu'elle a les mêmes pannes que les autres. On va la réparer, que Dieu me vienne en aide, et on va la passer au banc. Et puis on va la laisser brancher toute la soirée, on va la laisser chauffer. En fait, le banc permet de simuler exactement les mêmes contraintes que ce que ferait un ordinateur réel. Donc le brancher sur le truc, là, ça revient vraiment le brancher dans la peu. Voilà, bon, il y a une petite période où il n'y a rien d'intéressant, c'est des boulons enlevés, des conneries. Tu l'as branché jusqu'à temps que ça explose, c'est ça? Non, normalement ça devrait plus exploser. Non, normalement ça devrait plus exploser. Il faut savoir qu'une fois remise en état, comme ça doit être fait, c'est des machines qui vont pouvoir reprendre des années de fonctionnement. C'est pas un pis-aller, hein, c'est pas une bidouille juste pour le plaisir, c'est vraiment les pièces qui vieillissent et qui déconnent. Pour te donner une idée, toutes les machines qu'on a là, qui ont été sorties du stock de silicium, elles ont toutes subi ce traitement-là, elles ont toutes fonctionné, bon parce qu'après le problème c'est qu'il faut pouvoir les tester toutes, quoi. Quand on a une vingtaine c'est pas facile, mais elles ont toutes tourné, les alimentations et les machines, une journée, complète si tu veux, sans aucun problème, alors qu'il y a plein de gars qui vous diront, quand ils ont ressorti des Apple qui n'avaient pas tourné depuis 10 ans, c'est pour une journée qu'ils ont tourné, c'est 8 minutes. Ouais. Donc bon. Et après tu peux considérer, le problème il est plus, les pannes proviennent souvent, arrivent souvent, je dirais, au moment où tu remets une contrainte dessus, donc au moment où tu les allumes. Si ton truc il a passé 1 heure ou 2 heures sans fumer, la probabilité qu'il fume après, finalement, est assez faible. Bon, c'est
C'est vraiment des considérations générales, mais ça reste relativement vrai. Ceux qui ont eu des problèmes avec les capas qui puent, là, ils vous diront tous que ils ont branché, puis ils n'ont pas attendu longtemps, puis ça a fumé. Quoi. La plupart du temps, c'est ça. Voilà. Donc, bon, oui, c'est vrai qu'il faut un petit peu de matériel. C'est rien que ce qu'on trouvait finalement chez un dépanneur télé ou radio il y a encore une vingtaine d'années. Hein, c'est absolument pas. Ça se voit plus parce qu'il n'y a plus d'atelier électronicien, plus beaucoup. Mais ce sont des choses qui étaient des outils de dépannage très classiques. Jusqu'à il y a une dizaine, une quinzaine d'années qu'il n'y a plus d'apparateurs, qu'on trouve vraiment tout. L'apparateur télé, t'en connais encore, quoi? Bien, c'est un métier qui va revenir. Ah, bah voilà! Bon, alors. Ouais, il va falloir vous approcher un peu parce que je vais avoir un petit peu de mal. Alors, voilà, donc les fameuses capacités qui fument et qui puent, là, c'est ces trucs-là, là. Alors, je vais essayer d'en trouver une qui est bien explosée, j'en ai gardé. Tout ça provient du fabuleux stock de silicium. Donc, c'est toute la remise en état qu'on a fait. Donc, je vais vous en faire passer quelques-uns, vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Attention, c'est noir, c'est dégueulasse, faites tourner. Voilà. Donc au début ça ressemble à ça. Et puis à la fin ça ressemble plus à rien quoi. Elles sont même plus bombées, elles sont explosées complètement. J'ai pas forcément gardé les pires, enfin bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui sont encore bien fumé là. Voilà pour que vous vous rendiez compte. Donc vous voyez c'est ce contenu, attention il y a encore de l'huile, hein. C'est cette saleté là qui touche pas. Qui touche partout et qui fout du marron, de la dégueulasse dans tous les sens. Est-ce que ce modèle d'Alim est différent fondamentalement de l'autre, du 2+. Alors, elle est un peu plus longue. Non, pas vraiment, elle est un peu plus longue parce que justement le filtre d'entrée est repris, et la disposition des tâches de sortie n'est pas la même, mais fondamentalement ça reste les mêmes machines. Je ne sais pas pourquoi ils avaient eu deux séries. Alors c'était des alimes à découpage, qu'est-ce que c'est qu'une alime à découpage? Alors là, c'est là qu'on rentre dans l'électronique un peu... Non mais en deux mots. Alors c'est une révolutionnaire. C'est révolutionnaire en ce sens. J'ai déjà vu. Tu as deux façons de fabriquer, simplement deux façons de fabriquer du courant, qui sont les alimes dites conventionnelles et les alimes à découpage. Les alimes conventionnelles, il y a des gros transformateurs, c'est lourd. Il y a des grosses capes, c'est vraiment des gros machins, vraiment des gros bordels à l'ancienne. Bon. L'idée des alimes à découpage, c'était de faire travailler. Ce qui est problématique dans les alimentations habituelles, c'est le transformateur. L'idée des alimes à découpage, bon, pour les caractéristiques purement physiques des transfos, plus on va haut en fréquence et plus on peut les faire petits à puissance égale. Donc l'idée des alimes à découpage, c'était de faire travailler les transformateurs à fréquence beaucoup plus élevée, ce qui permettait d'avoir des designs qui avaient un rendement bien meilleur, c'est-à-dire que quand tu le mettais 100 boîtes à l'entrée, tu en récupérais 80 à la sortie, et non pas 10 comme quand tu avais la linéaire. D'être donc plus efficace en termes de chauffe, ça chauffe forcément moins. D'être moins cher à fabriquer parce qu'il y avait beaucoup moins de cuivre dans les transfos, voilà, et puis voilà, c'est une évolution technologique, un petit peu comme tu es passé du diesel conventionnel au diesel haute pression, bah ça reste quand même un diesel, mais bon, il marche mieux que précédent, quoi. C'est-à-dire qu'Apple est la première société à avoir fait ce genre de... Ça c'est de la légende, ça. Ah bon? Parce qu'elle a été conçue par le... C'est Commodore alors? C'est des choses qui existaient dans les domaines non grand public, je dirais, depuis longtemps. Bon, ils ont eu le bon goût d'en faire une qui était relativement simple, mais je veux dire, elle est classique dans sa conception. C'est des choses qui ont existé avant ça. Je sais pas qui c'est qui a commencé l'opération, mais c'est pas ça, sur des systèmes grand public, c'est sur des systèmes première, hein, ça. Je pense non, 77, non? En grand débit, oui. Mais le principe c'est clairement pas eux, les applications c'est clairement pas eux, le fait de l'avoir mis dans un produit grand public, ça c'est peut-être... C'est ça. Bon alors, des fois c'est embêtant à démonter, alors il faut savoir que généralement c'est de la visserie en pied en pouce là, puisque tout ça c'était fabriqué... Est-ce qu'on peut descendre dans le bocal pour qu'on voit ta tête? Ah, on peut descendre le bocal, si tu veux, merci. Donc ça c'est un peu emmerdant, parce qu'il faut avoir des douilles qui vont bien, ou alors il faut se méfier, surtout qu'ils avaient tendance à mettre de la colle là, qui est bien rude. Donc quand on veut les défaire, généralement il faut forcer comme une arme et une mule. Alors elles se démontent pas toutes de la même manière, bon je vous passe les détails, c'est des boulons, je veux dire n'importe quel gars un peu fufu qui regarde, il comprend comment ça se démonte, ça c'est pas un problème. Il y a un truc qui est super sympa aujourd'hui quand on démonte des choses complexes, c'est les appareils photo numériques. Ça c'est vraiment génial parce qu'on peut mitrailler tout ce qu'on veut, autant qu'on veut, et on sait où on les remet. Donc ça j'engage vivement ceux qui voudraient essayer de faire ça. Je fais des photos, mais il me reste toujours un boulon où il visse à la fin. Quand même. Bon voilà, alors pendant que je suis en train de démonter ça, là, à vue de nez, donc, on avait ce que j'appelais la partie primaire tout à l'heure, la partie secteur. En fait c'est le transformateur qui fait la limite. Hein. Là on est à l'ordinateur et là on est du côté des prises de courant. Donc cette brave alime là, elle retrouve ces deux capacités dont une a joyeusement explosé. Il n'y a pas trop d'huile, mais bon, voilà.
Et puis alors, là je vous passe le débat, l'autre pièce qui vieillit et qui fait que la lime au bout d'un moment ne démarre plus, c'est celle-là. Bon, je me demandais pas pourquoi, c'est le cas sur les Alim Apple II, ça se trouve, ça se dépanne, mais c'est pas le but ici. Donc la remise en état classique d'une Alim Apple II qui fonctionne, c'est ces deux pièces-là. Alors à condition que le fusible n'est pas claqué, là il n'est pas claqué. Le fusible, il gère quoi finalement? Le primaire. Que la surtension en fait. Non, absolument pas. Il gère pété sur quoi? Eh ben, tu peux très bien avoir par exemple ce transistor là, c'est lui qui va établir et interrompre le courant dans le transformateur. Ouais. Le problème, quand tu appliques une tension continue dans une bobine, elle va avoir une phase de montée qui est limitée par les caractéristiques de la bobine jusqu'au moment où il y a saturation, ce qu'on appelle la saturation magnétique. Et à ce moment-là, il n'y a plus de limitation de courant. Donc là, le transformateur, le transistor, il déconne. Donc si jamais, dans la logique de contrôle du système, on le laisse aller trop loin, il va dégager. À ce moment-là, il va devenir un court-circuit. À ce moment-là, c'est le fusible. Donc le fusible a pour but de limiter les dégâts. Hein. Il ne sauve pas la ligne, mais il évite que ça prenne feu, que ça aille plus loin. Ça se passe vraiment mal. Perdu dans les trous. Voilà, il faut se récupérer tous les rondelles, les machins, les trucs. C'est pour ça que je disais que c'est. Droit de la rondelle. Lui encore. Je vous épargnerai le remontage, hein, je me le ferai en vue parce que. En attendant, question, si on a une Alim 110 oui. Et qu'on la ramène en France, oui. Est-ce qu'on peut faire une bidouille comme tu fais là maintenant ou est-ce qu'il faut un transformateur externe? C'est une réponse de Normand, ça dépend. En général, elles sont plus ou moins convertibles. C'est pas vrai de tous les modèles, parce que l'air de rien, il y en a un sacré paquet, hein, des variantes et des modèles et des trucs. Elles sont toutes plus ou moins pareilles, mais à quelque chose près, il y a plusieurs fabricants. Alors oui, en plus, c'est celles qui sont pas Apple. Hein. Il y a eu des sortes parties, ça c'est dommage, je l'ai pas prise la chinoise là. Ah oui. Mais dont des contrefaçons, mais d'une. Je vous passe, tu peux les foutre à la poubelle, je te remercie, je veux pas les voir. Donc oui, alors pour répondre à ta question, oui, on peut. D'autant plus qu'elles n'ont pas de problème contrairement aux alignes conventionnelles avec la fréquence, c'est-à-dire que là les 50 ou 60 Hz on s'en fout. Donc le plus simple pour le mec qui sait pas faire, c'est de mettre un transfo. Surtout qu'on en trouve plein, ces transfos, il y en avait en pagaille, autant où EDF est passé en 220. Ils en ont distribué, si vous avez des maisons de campagne, il y en a partout de ces autotransfos en 110. Là. Donc le plus simple c'est vraiment de prendre un transfo, sinon on peut effectivement les convertir. Mais ça pose des problèmes idiots, parce que par exemple tu as le marquage là. Si elle est marquée 110 volts, il faut foutre un sticker ou quelque chose parce que sinon tu as un problème. Hein. Donc en général, moi je recommande pas. Ils le faisaient à l'époque parce que ça coûtait extrêmement cher par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix d'un transfo vaut vraiment pas le coup des emmerdements. Par contre, une bonne idée, c'est de trouver une solution. Si tu as une 110 volts dont tu te sers, c'est de trouver une solution pour qu'elle ne puisse pas faire du 220. L'idéal étant de trouver une prise, un cordon américain, une prise américaine au bout. Et de le mettre à demeure sur la machine, tu le scotches en haut, tu te débrouilles comme tu veux, mais surtout t'évites, parce que les dégâts, enfin, quand ça se passe mal, les alignes 110 branchées sur du 220, ça se dépanne, mais c'est chiant. Ça peut aller relativement loin, et voilà quoi. Bon, en fait, t'es sûr qu'elle était foutue cette alim, hein? Même pas vérifié. Elle était marquée HS. Si elle était marquée HS, c'est quelque chose. Ça, mon porc, dis quoi, toi? En isobrant. Bon voilà, donc on progresse bien. Alors après il y a une astuce pour la sortir. Elle est bonne, de toute façon je dis rien que pour les capas là. Elle méritait d'être changée. Hein. Alors elles sont assez cheap, comment ils ont fait leur con, c'est assez merdique à démonter, c'est pas logique. Il faut accéder au PCB pour pouvoir dessouder. Bah oui, il faut accéder en dessous pour pouvoir dessouder, mais le problème c'est qu'il est vraiment rempli au chausse-pied le machin. Et bon, où ils ont fait ça, c'est con. C'est con parce que généralement on peut très bien faire un truc beaucoup plus simple, donc elle sort toujours mais en forçant un peu de bière. Bizarre, oui, comme truc. Bon, ça même un Kansas Fest dans les archives, je l'ai jamais vu. Hein. Et la table de torture là. Ah ouais. Je crois qu'il n'y a pas des vieux roues. Je crois qu'il n'y a pas des vieux rouleurs qui te dépannent ça m'étonnerait. Hein. C'était fabriqué où ça Ça c'est Hong Kong, Taïwan, ça à l'époque c'est resté. C'est Hong Kong, ouais. Tu précises. Singapour. Voilà, donc le reste. Tu peux préciser où il y a un peu de réserve d'énergie, il faut éviter d'aller mettre les doigts, surtout si on l'a pas laissé se décharger longtemps. Oui, c'est ça. En plus, il y a les versions qui ont des bideurs, les versions qui n'en ont pas. C'est pour ça que je disais que bon, il faut pas y a des bleeds ou pas? où on fout les pieds. C'est pas du dépannage vraiment pour débutants. La manip, le montage et le démontage est relativement simple. L'opération de dépannage. Alors évidemment, vous prévoyez des kilos de pièces de rechange, sinon c'est trop loin. Donc kilos de
Comment tu la décharges, Benoît? Tu as dit Tu peux mettre une résistance pour blider les condensateurs ou attendre simplement 1 ou 2 semaines avant de l'ouvrir. Ouais, c'est la solution. Surtout si tu es dans une atmosphère humide. Si tu es dans le désert et qu'il fait sec, elle se décharge pas. Mais s'il fait bien humide comme ici, Effectivement, d'attendre un peu. elle se décharge en quelques jours. 2 semaines, ça, En 8 ans, Non, combien il faut? Sérieusement, je sais pas combien de fois il pense que se décharge. 8 ans Peut-être pas quand même. Tu vas compter une bonne journée. Des caves. Une journée. Tu la démontes un soir, tu la reprends Jardin. un soir. Non, il y en a même, enfin normalement, celles qui sont dans la sécurité actuelle sont équipées de résistance qui déchargent en vitesse. Il y en a qui le sont pas, et celles-là n'en ont pas la plupart du temps. Donc c'est vraiment un piège à côté. Donc bon, le reste de l'opération ne présente aucun intérêt, c'est de la soudure, comme n'importe quel dilueur d'électronique, c'est l'enfer. Il suffit d'enlever tout ça, de déboucher le trou. Donc là, je plaisante pas, c'est vraiment un truc bon, qui est simple à faire pour quelqu'un qui sait faire, hein, mais qui vous tient, ça part en... Voilà. Voilà ce que vous avez dans ces foutus trucs. Donc tant qu'on y est, bah, regardez comme ça, un petit contrôle visuel, si on voit pas un truc qui est vraiment étonnant, vous n'en avez jamais vu, hein, de gros problèmes. A priori, ça tient bien dans le temps, sauf ça. Elles sont ainsi faites une fois. Alors, il y a des choses qui sont un peu stupides. Les composants de rechange, on trouve hein, aujourd'hui toutes les pièces là-dedans, il n'y a pas de problème de disponibilité. Le vrai problème qui se pose, c'est la taille. Et j'explique. Ça, c'est la capa d'origine, qui vient de sortir. Ça, c'est sa remplaçante actuelle, la plus grosse qu'on puisse trouver. Tout le monde est très très intrigué. C'est rien d'intriguant, c'est l'équivalent d'un connecteur de carte mère d'Apple II, mais bricolé quoi. C'est du bon, hein. Bon, il y a une astuce connue des vieux dépanneurs qui consiste à avoir une ampoule là, qui dit des tas de choses. Je vous passe le détail. Normalement, dans un premier temps, elle va s'allumer et on va entendre du bruit. Pour ceux qui l'entendent. Voilà, je peux vous dire qu'elle est bonne. Hein, déjà. Voilà. Donc, en fait, l'ampoule, c'est une astuce qui permet de limiter vraiment les dégâts s'il se passe quelque chose de mauvais. Donc, il ne faut pas la laisser, il faut l'enlever. Voilà, on a une magnifique alim qui nous donne 5 volts. Multimètre, je te garantis pas la deuxième chiffre. Non, elles sont correctes. Ouais, 4,95, après en général c'est du 12,6 ou 5, ouais, c'est dans ces eaux-là. Ensuite on va avoir du moins de 4. Voilà, moins de 38 et du moins 1 à 4. Donc là, l'alimentation fonctionne, correct. Elle est en train de débiter là-dedans, en fait, sur du coup, bah, il va faire, j'ai oublié là. Et puis bah, on va demander à cet engin-là. On va demander à cet engin-là de nous montrer ce qui reste. C'est-à-dire que normalement, quand vous dites ça donne 5 volts, bah, en réalité ça donne pas 5 volts, ça donne 5 volts plus ou moins un petit quelque chose qu'on appelle la régulation visuelle. Donc cette bidouille là va permettre de brancher le scope et donc il reste. Ouais, bah voilà, il reste une vingtaine de millivolts d'augmentation individuelle. Voilà, sur les 5 volts, donc on peut faire les d'avance sur le coup. Attends, on va tirer un peu. Sur le 5, il y a encore un peu moins, peut-être moins. Ouais, ça va. Voilà, une spec. C'est bon. Enfin, c'est une allée qui tiendra 10 ans plus. Et c'est quoi? Bon, j'avoue. C'est des résistances qui chauffent si tu veux, elles bouffent le courant à la place de la machine. Oui, c'est simule la machine. Voilà. Donc là en plus d'être dans cette configuration, c'est toi qui l'as bricolé? Ouais, ça c'est un truc que j'ai bricolé parce qu'on avait tellement à faire qu'il fallait bien qu'on ait un système facile et rapide. Et sinon, si on ne sait pas bricoler, c'est. Mais ça, à ma connaissance, ça n'existe pas dans le commerce. Bah, c'est là que tu rebranches ta machine et tu Tu reprends fais. la machine. D'accord. Alors, typiquement. Si t'as pas 200 alimes à refaire, Non, parce que non, tu peux très bien te bricoler un truc, tu vas venir remettre des pinces, des machins, mais tu vas te faire chier. Si t'en as 50 à faire, tu fabriques un truc spécial. Voilà, en plus, si tu veux, l'idée c'est qu'il y a une plaque, parce que ça marche quand on n'a pas que des alimes. Voilà, j'ai pris un exemple. Mais on fabrique une plaque d'adaptation par type de connecteur qu'on a au bout. Donc on enlève la plaque, on branche ça, on règle ce qu'on veut, puis on teste un guette d'alimentation, et puis voilà, c'est bête comme chou. Là, quand on En mesurant simplement la tension à sortie. bah, le ripple, si à partir du moment où l'alimentation est proche de sa chaîne, Tu testes le voltage en sortie. tu testes uniquement le voltage. Bah, Si le voltage est bon,
qu'est-ce qui risque Il te manque l'information agricole qui est relativement significative de l'usure des condensateurs en sortie. C'est pour ça que le vraiment complet, c'est ça. Ça veut dire que si elle va fonctionner, la ligne qui sort du 5 volts, du 5.5 et du 12, Je te dis, comme elles n'ont pas tendance à le faire marcher, si tu tombes sur la seule qui a décidé de le faire, tu vas être emmerdé. Pour être vraiment sûr du coup, quand est-ce qu'on fait. Ouais, ok. Là, c'est ça. Voilà, j'en ai avec là, je vais Donc là, après, il suffit de remonter le boîtier. Après, on monte la boîte, on la retrouve. Et là, tu la refous dans la tablette, ça marche. Et là, tu as sur facture, et là, tu n'auras plus jamais de problème de ça. Et les trois petites pièces que tu as remplacées, ça coûte combien? Oh, écoute, alors là, t'as 5 centimes par bestiole comme ça, et puis peut-être 50 centimes pour la troisième. Moi, je suis une réparation à 1 euro de pièce. J'ai que des billets de 500. Moi, je vous propose qu'on essaye le machin qui explose, là. Je sais pas, moi, alors, allez-y. Parce que j'ai pas essayé, hein. Alors, j'ai pris dans une caméra presque pourri que j'ai pris. Condensateur qui va Il est juste branché, parce qu'il est branché dans la ligne. Ça va sentir fort? Non, je pense. Non, mais c'est quoi ce truc? Mais bon, je peux mettre le doigt pour toucher, mais autant elle va pas le faire. Hein. Mais c'est quoi? Autant elle va pas le faire. Condensateur pourri? Oui. Vas-y, je vais pas crever au masque. Je sais pas te prévenir quand ça va arriver, si ça arrive. Quand on va commencer à fumer. Et autant elle va pas le faire, hein, pas tout de suite, elle va attendre 10 minutes et puis. Est-ce que celles que tu nous as montrées, c'est celles qui sont déjà cramées? Ça, c'est ça qui Ah non, ouais, c'est ça, j'en ai trouvé une dont je sais qu'elle est vraiment à la limite. Est-ce que ça explose violemment ou pas? Non, ça s'ouvre comme une fleur, ça fait un gros une grosse fumée, puis c'est tendu, voilà. Alors celle de l'Apple II de notre président, on s'est pas gêné pour le faire tout à l'heure, évidemment. Dans le microbic, c'est celui-là qui est électronique composant. Dans le microbic, qui est en dessous de la c'est celui-là. Donc on peut aussi faire tourner là, mais c'est donc en fait il y a le même type, le vrai problème ça c'est vraiment c'est un cancer de l'électronique du test. Ces trucs là il faut vraiment les enlever de partout, dans les moteurs, il faut vraiment faire, sinon l'autre c'est des emmerdes. Et ça chauffe quand ça explose? Non, je pense pas non plus, c'est vraiment un truc qui s'ouvre, j'en ai vu qu'une moi putain avec là une fois, vous l'avez vraiment le nez dessus avec le truc démonté, je sais pas souvenir... T'as pas un interrupteur? Souvenir de l'odeur. Mais là il est... Je suis désolé, ça c'est imprévisible malheureusement. Voilà, donc bon, non, le bon conseil, il va trouver quelqu'un qui sait faire, mais franchement c'est pas rester jusqu'à ce que ça explose. 2 heures. On va aller faire quelque chose de